Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo qui s'adresse aux élèves de Terminale S et STL. Et le thème aujourd'hui est la chimie et la spectroscopie RMN, c'est-à-dire la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire du proton. Alors il faut savoir que d'autres noyaux peuvent donner des spectres RMN, comme le noyau de carbone 13. Mais en terminale, on étudie uniquement les spectres RMN du proton. Alors, nous ne rentrerons pas dans les détails de la machinerie qui permet d'obtenir des spectres RMN. Il faut simplement savoir qu'un échantillon est placé avec un solvant dans un champ magnétique très intense et qu'un autre champ est appliqué à une hyperfréquence et que les protons, c'est-à-dire les noyaux d'hydrogène, résonnent magnétiquement, je ne rentre pas dans les détails, à une certaine fréquence, et pour s'affranchir du matériel, l'abscisse, le signal que l'on obtient est donné en déplacement chimique. Il faut simplement savoir que ce déplacement chimique, en fait, a quelque chose à voir avec la fréquence de résonance de chaque proton. Mais pour l'interprétation des spectres RMN, il n'est pas nécessaire de comprendre comment est obtenu ce spectre RMN. Qui est chose très complexe et que vous verrez dans vos études futures de chimie ou de technicien. Alors, passons très vite à la technique, l'essentiel pour comprendre les spectres RMN. Et vous allez voir qu'il suffit de peu de choses pour interpréter correctement un spectre RMN. Alors d'abord, quelle est l'utilité du spectre RMN? Eh bien, c'est que la spectroscopie infrarouge montre souvent des limites. Elle ne permet souvent que de détecter la présence de groupes caractéristiques, comme ici. Eh bien, on a une bande d'absorption caractéristique du groupe carbonyle. Ici, on a la bande d'absorption très caractéristique du groupe hydroxyle ou de la liaison OH, mais on peut difficilement en dire plus. Cette zone-là est affaire de spécialistes, c'est l'empreinte digitale, et on a beaucoup trop d'ambiguïté. On peut juste lever quelques doutes, mais on ne peut pas déterminer la molécule simplement avec un spectre infrarouge, surtout quand on est en terminale. A l'inverse, la spectroscopie RMN est une technique bien plus onéreuse, hein, l'appareillage est bien plus cher, mais vous verrez qu'il permet de déterminer avec grande précision des structures chimiques, quelquefois très complexes, et pour ce qui nous intéresse en terminale S, permet de déterminer la molécule responsable du spectre avec une assez grande facilité. Alors la méthode, on va voir le vocabulaire spécifique au spectre RMN, on parlera de groupes de protons équivalents, de protons voisins, on parlera également de la courbe d'intégration qui est très importante, et puis le déplacement chimique. Cette vidéo étant un petit peu longue, je vous donne le timing des différents points très importants abordés dans cette vidéo. Comme ça, vous pouvez réviser à votre rythme et gagner du temps. Alors, en résonance magnétique nucléaire du proton, qu'est-ce que l'on observe dans le spectre RMN? Eh bien, des signaux. On ne dit pas pic, on dit signaux ou signal. Et on observera un signal pour chaque groupe de protons équivalent à un certain déplacement chimique. Ici, en partie par million, ppm, on a un signal à peu près 1,2 ppm, à 2,8 ppm et à 3,7 ppm. Et ce signal est placé à ce déplacement chimique parce que ça dépend de l'environnement des protons qui sont responsables de chacun de ces signaux. Chaque signal a ce qu'on appelle une multiplicité, répondant à la règle des n+1 uplets. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Ici, on a un signal singulet, la multiplicité vaut 1. Ici, on a un quadruplet, multiplicité 4. Ici, un triplet, multiplicité 3. Donc dans un spectre RMN, l'abscisse est graduée en ppm, partie par million, tandis que l'ordonnée a à voir avec le signal RMN, mais n'a que peu d'importance. Donc ne vous souciez pas de l'ordonnée, c'est simplement l'intensité du signal après un traitement mathématique. Il faut surtout se concentrer sur l'abscisse. Attention, ne pas confondre l'ordonnée avec ce que l'on verra tout à l'heure, une courbe supplémentaire qu'on appelle la courbe d'intégration.
Et donc on a ici un tableau, mais on va revoir tout à l'heure, qui selon le nombre de voisins des protons, donne la multiplicité du signal. Alors première notion très importante, les groupes de protons équivalents. De quoi s'agit-il? Ici on a une molécule de propanone, on a un premier groupe de protons et un deuxième ici, mais en fait ils sont parfaitement équivalents parce qu'il n'y a aucune raison que cet hydrogène-là se comporte différemment de celui-là puisque le voisinage est exactement le même. Idem pour ces trois-là, le voisinage est exactement le même. Donc il faut imaginer cette molécule qui peut ici avec sa liaison tourner, ici la liaison carbone-carbone peut également tourner, donc ces deux groupes de protons en fait n'en forment qu'un seul. Conséquence, s'il y a un seul groupe de protons équivalent, nous n'avons qu'un seul signal. Ici, ce signal est à 3,20 ppm. Donc un groupe, un signal. Si on prend la molécule de cyclohexane, qui est ici représentée en modèle moléculaire, eh bien on a ici 12 protons, et ces 12 protons sont parfaitement équivalents. Si l'on regarde la molécule de cyclohexane dans l'espace, eh bien, on se rend compte que chacun de ces protons est parfaitement équivalent. La molécule est symétrique, il n'y a aucune raison que ce proton-là résonne différemment de ce proton-là. Donc tous ces protons, tous ces noyaux d'hydrogène vont résonner à une même fréquence et donc à un même déplacement chimique. Donc on a un groupe de protons équivalents et donc sur le spectre RMN, nous aurons un seul signal. Maintenant, la molécule de propane, eh bien, on a évidemment ces deux groupes de protons, finalement, n'en forment qu'un et sont constitués de 6 protons, tandis que ce groupe-là, avec ces deux protons, n'a absolument pas le même voisinage, puisqu'il est entouré d'un carbone avec 3 hydrogènes, ça n'est pas la même chose que ces 3 hydrogènes entourés d'un carbone avec 2 hydrogènes. Donc ici on a deux groupes de protons équivalents, et donc on aura un spectre avec 2 signaux. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi cette multiplicité. Abordons maintenant la notion de proton voisin. Ici nous retrouvons la molécule de propanone. Ces 6 protons, parfaitement équivalents, n'ont pas de voisins, puisque d'ailleurs il n'y a qu'un seul groupe de protons équivalents dans cette molécule, ils n'ont donc pas de voisins. Et un groupe de protons équivalents seul, donc n'ayant pas de voisins, va donner un signal singulaire avec une multiplicité de 1. Pas de voisins, 0 voisin donne un singulet multiplicité 1. La molécule de propane, maintenant, eh bien, nous avons ces 6 protons équivalents qui ont 2 voisins. Ces 2 noyaux d'hydrogène. Tandis que ces 2 noyaux d'hydrogène qui vont résonner à un autre déplacement chimique auront, eux, 6 voisins. Et lorsque l'on regarde le spectre, ces 6 protons équivalents ayant 2 voisins vont donner un triplet, multiplicité 3. Tandis que ces 2 noyaux, avec 6 voisins, vont donner un septuplet, multiplicité 7. Et donc on a la règle du n+1 uplet. Lorsque je n'ai pas de voisin, j'ai un singulet. Avec un voisin, je vais avoir un doublet, c'est-à-dire 2 pics qui vont se ressembler en intensité. Lorsque j'ai 2 voisins, un triplet, 3 quadruplets, etc., etc. Lorsque j'ai n voisins, un n+1 uplet. Alors, d'où vient cette multiplicité? Eh bien, faisons le raisonnement avec un groupe de protons équivalents qui a 2 voisins. Il faut imaginer que chaque proton a une attitude, un comportement magnétique qui va influer sur le champ perçu par ces protons. Donc dans l'appareil de RMN, on impose des champs magnétiques et les protons ici vont résonner à une certaine fréquence. Mais ils ont des voisins qui ont des propriétés magnétiques nucléaires très particulières. Donc ces 2 voisins vont influer. Comment peuvent être ces 2 voisins? Eh bien,
une première possibilité, c'est que les deux voisins s'orientent selon le champ magnétique de cette façon-là, de façon très schématique. Mais ils pourraient très bien s'orienter, l'un dans le sens du champ magnétique, l'autre dans le sens antiparallèle, dans le sens opposé. Donc globalement, c'est comme si on n'avait pas d'influence sur le champ magnétique parce que les deux effets s'annuleraient. Mais on peut également avoir cette configuration-là. De nouveau, on retrouve en fait peu d'influence parce que le champ magnétique créé par ces deux protons s'annulerait. Et puis dernière possibilité, celle-ci, où les deux protons seraient antiparallèles au champ magnétique appliqué. Eh bien, on voit qu'on a une seule possibilité ici qui va influer sur ces 6 protons. On a une seule possibilité pour cette possibilité-là. Tandis qu'ici, on a 2 façons de produire un champ global nul. Et donc, on va avoir un triplet parce qu'on a 1, 2, 3 possibilités d'influence par les voisins du champ magnétique. Alors, vous pouvez faire exactement le même raisonnement avec 3 voisins et vous verrez qu'il existe 4 champs résultants possibles. Je ne fais pas la démonstration, mais il faut savoir que la multiplicité est donc due aux voisins d'un groupe de protons équivalents. Ici, on a 2 voisins, la multiplicité sera de 3. Donc, retenez surtout ça, la règle des n+1 uplets, et elle concerne les voisins. Alors maintenant, un autre élément du spectre RMN qui est important, c'est la courbe d'intégration. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, lorsqu'on a en fait un signal, on peut calculer l'aire qui est sous le signal. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai ici un triplet. Je ne m'intéresse pas aux hauteurs des pics. Je m'intéresse à l'intensité du signal, au nombre de protons qui sont responsables de ce signal. Et dans un échantillon, il y en a beaucoup. Eh bien, ça a à voir en fait avec la surface sous les pics. Donc, on a un programme informatique qui calcule en fait cette surface-là et qui, pour chaque groupe équivalent de protons, va nous donner en fait une hauteur de palier ici, la hauteur H3, qui correspond à la surface sous les 3 pics qui forment le signal. Donc ici, on a un pic qui est très haut, mais en fait, il est très fin. Et si on calcule la surface sous ce pic, eh bien, on se rend compte que la hauteur de ce palier-là est plus petite que la hauteur H3. Alors, on mesure la hauteur de ces paliers. Ici, par exemple, eh bien, on a une hauteur à 1,5, une hauteur à 0,5 et une hauteur à 1 cm si on mesure. Donc cela signifie que ici on a un seul proton responsable de ce signal et ici on en a 3 fois plus, c'est-à-dire 3 protons. Alors c'est relatif, je pourrais très bien avoir ici 2 cm et ici 6 cm. Ce qui est important, c'est de voir que ici j'ai une hauteur 3 fois plus importante qu'ici. Donc le nombre de protons qui résonnent et qui sont responsables d'un signal ici est 3 fois plus important qu'ici. Donc on peut facilement repérer d'où viennent ces hauteurs différentes. Ici, j'ai 3 fois plus de protons qu'ici, donc dans la molécule d'éthanol, ce sont ces protons-là qui résonnent et qui donnent ce triplet avec une hauteur d'intégration H1 qui vaut 1,5 cm. Donc la hauteur des paliers d'intégration a à voir avec le nombre de protons du groupe équivalent qui résonne. Plus il y a de protons équivalents dans le groupe qui résonne, et plus le palier de la courbe d'intégration sera élevé. Si l'on revient au spectre de l'éthanol, eh bien bizarrement, on a ici le proton du groupe hydroxyle qui donne en fait un signal singulet malgré le fait qu'il ait 2 voisins. Alors ça c'est très particulier, il faudra retenir que le proton du groupe OH dans les alcools résonne toujours en donnant un signal avec une multiplicité de 1. Il donnera toujours un singulet, c'est une exception.
Alors c'est la même chose pour le proton de NH dans les amines. Voilà, c'est pas vraiment un piège, mais faites attention, l'hydrogène d'un groupe hydroxyle donne toujours un singulet. Il en est de même pour un hydrogène lié à un atome d'azote. Voilà, donc c'est pas un piège, hein, mais faites attention à ça. Cet H-là, malgré le fait qu'il ait ses deux voisins, donnera un singulet. C'est une exception. Alors le dernier point, il est important parce qu'il permet de lever des ambiguïtés. Chaque proton va résonner à une fréquence et donc un déplacement chimique particulier, mais cela dépend de son environnement. Donc au bac, ici des sujets de baccalauréat S, on vous donne des tables de données de déplacement chimique. Alors il y a plusieurs formes. Ici on a une forme tableau où on vous dit par exemple que l'hydrogène d'un alcane eh bien, a un déplacement chimique assez faible entre 0,7 et 2. Tandis que les hydrogènes de ce noyau benzénique ici a un déplacement chimique assez important. De même, l'hydrogène ici, pour un alcool, a un déplacement chimique compris entre ces deux valeurs. Une autre forme, c'est par exemple au bac S 2013 de Pondichéry, eh bien, on vous donne différentes possibilités. Ici, des hydrogènes liés à un carbone doublement liés à un autre carbone. Eh bien, vous avez un déplacement chimique compris entre 4,5 et 5,5, presque 6. Et puis ici, une autre forme, on vous donne des possibilités de déplacement chimique en fonction de l'environnement. Alors notez une particularité, à chaque fois qu'il y a un hydrogène à côté d'un carbone doublement lié à l'oxygène, on a de très forts déplacements chimiques. Alors il arrive quelquefois que des spectres RMN, avec la seule connaissance de ce que l'on vient de citer, amènent à des ambiguïtés, mais on va voir, il est facile de les lever. Si l'on regarde ces deux molécules, ici l'acide propanoïque avec son groupe carboxyle, et ici la butanone, on va voir que les deux spectres sont similaires. Pourquoi? Eh bien j'ai un groupe de protons ici, l'hydrogène seul, j'ai un groupe avec 2 protons et un groupe ici avec 3 protons. Il y en a un troisième derrière. Ici j'ai 3 groupes aussi, avec 3 hydrogènes, 3 protons, 2 protons, 3 protons. Donc 3 groupes de protons, ça va donner 3 signaux. De même pour la deuxième molécule. Ensuite, pour ce qui est des voisins, eh bien, le groupe 1 a 0 voisin. On a une liaison, 2 liaisons, 3 liaisons, 4 liaisons qui séparent ce proton de ce proton. Ils sont trop loin. Pour être voisins, des protons ne doivent pas être séparés de plus de 3 liaisons. Donc ici on est à 4 liaisons, ils ne sont pas voisins. Donc ce groupe-là n'a pas de voisins. Ces 2 protons ont pour voisins ces 3 protons. Donc le groupe 2 a 3 voisins, tandis que le groupe 3 a ses 2 voisins. Okay. Et bien c'est la même chose pour la deuxième molécule. Ce groupe-là, il n'a pas de voisins, puisque une liaison, 2, 3, 4 liaisons, c'est trop loin. Et le groupe 2 a 3 voisins, tandis que le groupe 3 a 2 voisins. Donc on a une ambiguïté, on va avoir ici un singulet, un quadruplet, un triplet, et donc on pourrait penser que le spectre RMN va être très semblable. En fait, non. Et on peut lever l'ambiguïté. Alors, la première des possibilités, c'est la courbe d'intégration. Que nous dit la courbe d'intégration? Eh bien, elle nous dit par exemple pour cette molécule que le groupe responsable du singulet est 1,5 fois plus élevé que le groupe donnant le quadruplet. Alors on pourrait aussi, puisque c'est proportionnel, dire 2, 3, 3. Et pourquoi 2, 3, 3? Eh bien parce que ce signal-là correspond à ces 2 protons. En fait, la hauteur d'un palier est proportionnelle au nombre de protons responsables de ce signal. Donc ici, on a une courbe d'intégration qui a pour hauteur 1, elle correspond à ces 2 protons.
Ici, on a une hauteur qui correspond à 1,5, donc 1,5 fois plus que le nombre de ces protons. On avait 2 protons, 2 fois 1,5, ça fait 3. Eh bien, il s'agit de ce groupe ou de ce groupe. Mais on sait très bien que celui-là va donner un triplet car il a 2 voisins. Donc, on peut lever l'ambiguïté. Parce que dans l'autre molécule, ce proton seul n'a pas de voisin, donne un singulet, mais comme il est tout seul, il va donner un palier à la courbe d'intégration qui aura une hauteur relative de 1, tandis que ce groupe donnera une hauteur relative de 2, et celui-là une hauteur relative de 3. Donc ça, c'est la première possibilité pour lever l'ambiguïté. La deuxième possibilité, c'est simplement de connaître les déplacements chimiques pour les différents groupes de protons. Alors ici, on a un exercice de baccalauréat avec quelques questions. On nous donne un spectre très riche, A, B, C, D, E, F, G. Il y a 7 signaux, donc ça veut dire qu'il y a 7 groupes de protons équivalents. Et on nous informe que l'aire du doublet A, c'est-à-dire la surface qui est sous ce doublet-là, est environ 6 fois supérieure à celle du singulet G. Ici, on a le singulet. Donc, c'est-à-dire que le saut de la courbe, le palier d'intégration, est 6 fois plus grand pour ce signal-là que pour le signal G. Question, sur la formule semi-développée de l'ibuprofène, entourez là où les atomes d'hydrogène associés au signal G du spectre RMN. Justifiez votre réponse à l'aide du document 4 qui est la table de déplacement chimique. Alors nommons les groupes. Là j'ai préparé un petit QCM à votre intention. J'ai pris 4 parmi les 7 groupes possibles. Votre réponse, qui est responsable du signal G? Est-ce le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4? Faites pause, réfléchissez. La réponse bientôt. Alors la réponse, il s'agit du groupe 4. Pourquoi? Eh bien d'après l'étape de déplacement chimique, on a ici l'hydrogène qui correspond à un acide carboxylique qui a un déplacement chimique très élevé. Et c'est exactement le cas de ce singulet. Donc attention, dans le sujet de bac, on vous demande de justifier à l'aide du document 4. Il ne faut pas parler du singulet, on a juste un signal, il est à 12 ppm. Qu'est-ce que l'on trouve à 12 ppm? D'après le document 4, un hydrogène qui correspond à un groupe carboxyle. Donc la réponse est le groupe 4. Alors toujours dans le même sujet de bac, maintenant, sur la formule semi-développée de l'ibuprofène, entourez là où les atomes d'hydrogène associés au signal A. Donc ce signal doublet, et justifiez votre réponse. Donc s'agit-il du groupe 1, 2, 3 ou 4? Je vous laisse réfléchir. Alors d'après l'énoncé, on nous dit que la surface du doublet A est environ 6 fois supérieure à celle du singulet G. Cela veut donc dire que le groupe de protons équivalent qui donne ce signal-là contient 6 fois plus de protons que le groupe qui donne ce signal-là. Quel groupe peut bien contenir 6 fois plus de protons qu'un autre groupe? Eh bien, si on regarde tous les groupes qui sont présentés ici, le seul qui contient 6 protons, ce sont ces 6 protons équivalents du groupe 3. Donc la réponse, c'est le groupe 3. Ensuite, le signal est un doublet. Pourquoi? Eh bien, parce que le seul voisin de ce groupe 3, le seul voisin, il est ici. Et donc, règle du n plus 1 uplet, j'ai un voisin, donc 1 plus 1 égale 2, j'ai donc un doublet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le formuler en bas de cette vidéo et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne révision, bon travail, bon courage.